Un G7 français, une facture suisse, la formule paraît presque trop simple. Et pourtant, elle résume parfaitement le malaise qui monte autour du sommet d'Évian. Officiellement, la France accueille les grandes puissances. Officiellement, Emmanuel Macron veut replacer Paris au cœur du dialogue mondial. Officiellement, Évian doit redevenir, pendant 3 jours, une vitrine diplomatique, économique et stratégique. Mais dans la réalité, une partie du problème se déplace de l'autre côté du lac, vers Genève, vers Lausanne, vers les cantons suisses, vers les forces de sécurité, vers les habitants qui voient arriver non pas seulement des chefs d'État, mais des restrictions, des militaires, des zones fermées, des événements annulés et une question très simple, qui paie vraiment le prix du prestige français? Ce G7 devait être une démonstration de puissance. Il risque de devenir une démonstration de maladresse. Parce qu'un sommet international n'est jamais seulement une photo de famille avec des drapeaux, des sourires et des communiqués. C'est une machine. Une machine de sécurité, de communication, de transport, de renseignement, de contrôle des frontières, de gestion de l'espace aérien, de gestion des manifestants, de gestion de l'image, et quand cette machine est installée à Évian, juste en face de la Suisse, elle ne reste pas sagement du côté français, elle déborde, elle traverse le Léman, elle arrive à Genève, elle arrive à Lausanne, et soudain, le G7 français devient aussi un problème suisse. Le décor est spectaculaire, Évian-les-Bains, le Léman, les Alpes, la frontière suisse à quelques kilomètres, Genève comme porte d'entrée naturelle des délégations. Pour une présidence française du G7, le symbole est évident, montrer une France au centre de l'Europe, capable de recevoir les dirigeants des grandes économies, de parler des équilibres mondiaux, dette, sécurité économique, minerais critiques, Ukraine, énergie, commerce, intelligence artificielle et ordre international. Sur le papier, tout est cohérent. Le G7 est né pour parler des crises économiques. Emmanuel Macron veut le ramener à cette vocation originelle. La France veut apparaître comme la puissance qui remet de l'ordre dans un monde déséquilibré. Mais c'est justement là que commence l'ironie. Car avant même de corriger les déséquilibres mondiaux, ce sommet crée un déséquilibre local. La France reçoit, la Suisse sécurise, la France accueille les caméras, la Suisse mobilise ses cantons, la France organise le théâtre diplomatique, la Suisse doit gérer une partie des contraintes matérielles, et dans cette affaire, la géographie ne pardonne pas. Évian n'est pas une île politique, c'est une ville française adossée à un bassin transfrontalier où Genève, Lausanne, Vaud, Valais et les infrastructures suisses deviennent mécaniquement impliquées. Ce point est essentiel. Dans un grand sommet, l'image est nationale mais le risque est territorial. Les chefs d'État n'arrivent pas par magie devant les micros, ils arrivent par des aéroports, des routes, des couloirs aériens, des convois, des hôtels, des zones protégées. Et dans le cas d'Évian, l'aéroport de Genève devient un point central. Cela signifie que la Suisse, sans être l'hôte officiel, entre dans la mécanique du sommet. Elle doit surveiller, filtrer, coordonner, protéger. Elle doit assumer une partie du risque sans recevoir la même récompense politique. C'est là que la tension devient explosive. Des milliers de militaires suisses sont mobilisés. L'espace aérien est restreint. Les contrôles temporaires aux frontières sont renforcés. Les cantons concernés doivent adapter leurs dispositifs. Et pendant que les chancelleries parlent de coopération, les populations locales voient autre chose, des perturbations, des coûts, des événements annulés, des fan zones de Coupe du Monde qui disparaissent à Genève ou Lausanne. Autrement dit, le citoyen suisse voit le sommet français entrer dans sa vie quotidienne sans lui demander vraiment son avis. Et ce n'est pas un détail, parce que la Suisse a une mémoire. Le G8 d'Évian en 2003 avait déjà laissé un souvenir lourd. Manifestations, tensions, dégâts, pression sur Genève. 23 ans plus tard, le même décor revient, mais dans un monde plus nerveux, plus
plus conflictuels, plus polarisés. Les sommets internationaux ne sont plus seulement des réunions de dirigeants, ce sont des cibles, cibles sécuritaires, cibles cyber, cibles militantes, cibles médiatiques, cibles symboliques. Et quand le niveau de tension mondiale monte, le coût d'un sommet monte avec lui. La question n'est donc pas de savoir si la coopération franco-suisse est nécessaire. Elle l'est. La question est de savoir pourquoi cette coopération donne l'impression d'avoir été subie plutôt que pleinement anticipée. C'est une nuance importante. Entre deux pays amis, frontaliers, économiquement liés, diplomatiquement proches, on pourrait imaginer une organisation limpide, préparée, assumée, équilibrée. Or, ce qui remonte, c'est un sentiment d'agacement suisse. Le sentiment que la France a choisi le prestige, puis que la Suisse a dû absorber une partie de la réalité. Et c'est là que le cas Macron devient politiquement intéressant. Emmanuel Macron aime les grands formats, les sommets, les enceintes internationales, les discours sur l'Europe, l'équilibre, la souveraineté, la paix, la régulation mondiale. C'est sa grammaire politique. Il se voit volontiers comme un homme de médiation entre les puissances, un président capable de parler à Washington, à Bruxelles, à Kiev, à Pékin, à New Delhi, à Ottawa. Mais la puissance diplomatique ne se juge pas seulement à la hauteur des discours. Elle se juge à la maîtrise des conséquences. Et sur Évian, le contraste est cruel. La France veut parler d'ordre mondial, mais commence par susciter du désordre chez son voisin. L'autre élément, c'est la présence de dirigeants dans un moment international très particulier. Donald Trump, Mark Carney, les Européens, les Japonais, les institutions européennes, chacun arrive avec ses propres priorités, ses propres tensions, ses propres calculs. Le G7 n'est plus le club tranquille d'un Occident sûr de lui, c'est un groupe de puissances riches, mais divisées, endettées, concurrencées, contestées. Les États-Unis regardent d'abord leurs intérêts, le Canada cherche sa place, l'Europe parle de souveraineté, mais dépend encore de l'énergie, de la défense, des technologies, des marchés et des chaînes d'approvisionnement qu'elle ne contrôle pas entièrement. La France veut incarner une ligne d'équilibre, mais elle-même traverse une crise budgétaire, politique et institutionnelle profonde. Dans ce contexte, le sommet d'Évian devient presque une métaphore. On y parlera de déséquilibre macroéconomique, de concurrence prédatrice, de dette excessive, de sécurité des chaînes de valeur, de minerais critiques et de stabilité mondiale. Très bien. Mais au même moment, autour du lac, un autre déséquilibre apparaît, celui entre l'image et le coût, entre celui qui accueille et celui qui sécurise, entre celui qui signe le communiqué et celui qui annule la fan zone, entre le prestige de la scène et la facture du terrain. Le vrai sujet n'est donc pas simplement la France contre la Suisse. Ce serait trop petit. Le vrai sujet, c'est la manière dont nos démocraties occidentales organisent encore des cérémonies de puissance alors que leur capacité réelle d'action se fragilise. Elles continuent à produire des sommets, des déclarations, des formats, des photos officielles, des mots très nobles sur la coopération. Mais derrière ces mots, chaque événement devient plus coûteux, plus lourd, plus sécurisé, plus contesté, plus difficile à faire accepter. Voilà le mécanisme. La diplomatie moderne transforme la puissance en spectacle, puis transforme le spectacle en coût administratif, policier et militaire. Et quand l'État qui veut le spectacle ne peut pas en contenir toutes les externalités, il les partage avec ses voisins. C'est exactement ce que révèle Évian. La France veut être le centre. Mais le centre n'existe pas sans périphérie. Et cette périphérie, cette fois, s'appelle Genève, Vaud, Valais, Lausanne, l'aéroport, le lac, l'espace aérien, les forces suisses, les contribuables suisses et les habitants qui devront faire avec. Le plus embarrassant, c'est que ce sommet prétend incarner la maîtrise. Maîtrise des déséquilibres mondiaux, maîtrise des tensions économiques, maîtrise des chaînes stratégiques, maîtrise des crises. Mais sa préparation raconte déjà une difficulté de maîtrise à l'échelle locale.
Ce n'est pas anecdotique, c'est révélateur. Une puissance sérieuse ne peut pas seulement dire « nous accueillons le monde », elle doit pouvoir dire « nous assumons le coût complet de ce que nous déclenchons ». Sinon, le prestige devient une dette politique transférée. Et c'est précisément ce que les Suisses semblent reprocher à Paris, non pas l'existence du G7 en soi, mais l'impression que la France récolte la lumière tandis que la Suisse doit gérer l'ombre. La lumière, ce sont les caméras, les dirigeants, les discours, les images déviants, la présidence française, la grande scène internationale. L'ombre, ce sont les militaires, les contrôles, les restrictions, les perturbations, les risques de manifestation, les coups locaux, les tensions diplomatiques. Voilà pourquoi la phrase fonctionne si bien. Un G7 français, une facture suisse. Elle n'est pas seulement mordante, elle est politiquement exacte dans ce qu'elle suggère. Ce G7 déviant aurait pu être seulement un rendez-vous diplomatique de plus. Il devient un révélateur, révélateur de la relation franco-suisse, révélateur de la manière dont les grands sommets imposent leurs contraintes à des territoires qui n'ont pas toujours choisi d'en porter le poids. Révélateur aussi d'une certaine méthode française, beaucoup de mise en scène, beaucoup d'ambition, beaucoup de discours sur l'Europe et le monde, mais parfois une sous-estimation très concrète de ce que cela produit chez les voisins, chez les élus locaux, chez les forces de sécurité, chez les citoyens. La France a le droit de vouloir peser, elle a même le devoir de vouloir peser. Une nation qui renonce à l'influence se condamne à subir l'ordre des autres. Mais l'influence ne se confond pas avec la scénographie. La souveraineté ne se proclame pas seulement dans un communiqué. Elle se prouve dans la capacité à prévoir, à assumer, à protéger, à respecter ses partenaires et à ne pas transformer le prestige national en charge transfrontalière. Evian devait montrer la France au centre du jeu. Il pourrait surtout montrer une chose plus simple et plus gênante. Dans le monde qui vient, le pouvoir ne se mesure plus seulement à la capacité d'inviter les puissants autour d'une table. Il se mesure à la capacité d'assumer la facture complète de cette invitation. Et quand cette facture commence à passer la frontière, ce n'est plus seulement un sommet, c'est un symptôme.